Bonjour à tous, vous avez pu suivre l'événement en direct et en intégralité sur LCP. François Bayrou a affronté la commission d'enquête sur les violences scolaires, commission d'enquête dite Betaram, une très longue audition puisque pendant près de 5h30, le Premier ministre a répondu aux questions des députés qui l'interrogeaient sur ce qu'il savait précisément des violences commises pendant 2 décennies à Notre-Dame de Betaram, établissement catholique du Béarn. Alors à l'époque des faits, il y a plus de 40 ans, l'actuel chef du gouvernement était président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et il connaît Betaram puisque certains de ses enfants y ont été scolarisés et sa femme y a même enseigné le catéchisme. Le Premier ministre a nié avoir été au courant de ces violences. Il a dû s'expliquer sous serment devant la commission d'enquête. Les échanges ont été très tendus dès les premières minutes de l'audition. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, vous êtes sous serment et nous attendons de vous la vérité. Concernant le déroulé de l'audition, je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale et qu'elle y sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre échange prendra la forme de questions et de réponses. Je vous poserai une première question et je donnerai la parole au rapporteur, Madame Violette Spilbou et Monsieur Paul Vannier. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées dans le cadre des travaux d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Monsieur le Premier ministre, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, comme pour l'ensemble de nos auditions, nous commencerons directement par l'exercice des questions et des réponses, sans propos liminaire de votre part. Cependant, à la fin de l'audition, si vous avez à ajouter des éléments qui n'auraient pas été abordés pendant les échanges, vous pourrez le faire librement. Ma première question, et ma seule question d'ailleurs, avant de donner la parole au rapporteur, Monsieur le Premier ministre, avez-vous été membre à quelque titre que ce soit, d'un organe de gouvernance ou de consultation de l'établissement Notre-Dame de Betaram? Si oui, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer en quelle qualité et à quelle période? Madame, d'abord, il faut essayer de préciser des choses. Vous voulez m'interdire d'avoir un propos liminaire. Excusez-moi, mais j'ai 2 ou 3 choses à dire pour préciser le cadre de cet entretien. Et donc, vous venez de dire, par exemple, que j'ai été député jusqu'en 2021. C'est faux. J'ai été député jusqu'en 2012. C'est presque 10 ans. Ça mérite aussi que l'on précise les choses. Et je veux simplement dire, auparavant, dans quel état d'esprit, je ne vois pas en quoi ça serait gênant, et je répondrai ensuite à votre question, bien entendu, je ne vois pas en quoi ça serait gênant que je dise ce que cette affaire qui fait depuis des mois, 4 mois, multiplier les déclarations, les menaces, les demandes de démission, ce que cette affaire signifie pour moi à titre personnel, puisque c'est tout de même à ce titre-là que vous m'avez invité et que d'autres m'ont mis en cause. Alors je veux vous dire simplement que pour moi, le premier mot qui me vient quand je pense à cette audition, c'est « enfin ». Pour moi, cette audition est très importante. Elle est très importante pour les garçons et les filles qui ont été victimes de violences, et particulièrement de violences sexuelles, depuis des décennies, que ce soit à Betaram ou, comme nous le découvrons tous les jours, en beaucoup d'autres établissements scolaires et en beaucoup d'autres institutions associatives, sportives, dans le monde du spectacle, en famille, hélas. C'est j'ai employé cette expression, un continent caché qui apparaît, qui surgit. Et il a commencé à surgir notamment à partir du mouvement MeToo, depuis quelques années, spécialement ces derniers mois. Et je veux dire que ce sont celles-là, les victimes, qui m'intéressent, qui trop souvent se sont tues parce qu'elles ont honte, parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles ne veulent pas faire de peine à leurs proches. Ce sont celles-là qui m'intéressent.
pendant toute cette période où la polémique était sur moi, il y a eu, je ne sais pas, des centaines d'articles et des centaines de tweets, des milliers de tweets pour me mettre en cause. Pendant toute cette période où la polémique était sur moi, j'ai chaque jour pensé que c'était sur elle et sur eux que l'attention aurait dû se porter, qu'elles auraient dû être entendues et soutenues et accueillies, ce qu'à mes yeux, elles n'ont pas toujours été. C'est pourquoi je veux exprimer beaucoup de reconnaissance à ceux, tout seuls au début, qui ont permis de dévoiler ce qui devait l'être, de nous amener à réfléchir sur ce continent caché, ce continent dérobé de l'enfance violentée, qui a été si souvent ignoré et parfois même honteusement justifié, et de comprendre le silence qui l'entoure. Alors si ma présence comme cible politique a permis que ces faits apparaissent, ce MeToo de l'enfance, alors cela aura été utile. Cela dit, ce n'est pas parce que j'exprime cette reconnaissance que je n'identifie pas les manœuvres, l'instrumentalisation de tout cela, en reprenant une phrase d'un des inspirateurs de certains d'entre vous, abattre ce gouvernement, abattre le suivant et le suivant encore. Et l'arme qui est utilisée, c'est l'arme du scandale, avec des outils très puissants, les réseaux sociaux, les attaques les plus brutales et les plus basses, attaques auxquelles il est impossible de répondre parce qu'il n'est aucune instance où répondre et parce que répondre incomplètement leur donne de l'écho. Monsieur le Premier ministre, si vous me permettez... je vais vous permettre, je vais quand même vous couper, parce que je pense que c'est important aussi de comprendre l'organisation de la commission. On travaille depuis 2 mois, plus de 2 mois. Personne, aucun invité n'a eu de propos liminaires, puisque c'était les règles de la commission d'enquête. Donc je vous laisse terminer, mais sachez que je ne vous interdis pas des propos liminaires, c'est notre organisation, uniquement. C'est très bien, comme ça, nous sommes du même sentiment. 30 ans de ces faits d'il y a 30 ans, je n'ai lorsque les échos sont apparus, quelques semaines après ma nomination comme Premier ministre, je n'ai aucun souvenir à cette époque, aucun document, et personne d'ailleurs ne les a conservés. Il a fallu des mois et de rares concours de circonstances pour que les documents et les preuves réapparaissent. Alors la question, c'était comment se faire entendre et comment apporter des preuves. Et c'est pourquoi cette rencontre est très importante à mes yeux, parce que ceux qui sont entendus le sont sous serment. Ce qui donne de la force et de la solennité aux affirmations et aux preuves qui doivent être présentées. Et c'est ce que je suis venu faire ici. Et donc, je veux simplement rappeler, vous avez dit que c'était comme parents d'élèves, je veux rappeler les dates pour indiquer quelle est la distance dans le temps. Notre fille aînée est entrée à Bétarame en première en 1987, il y a presque 40 ans. Et notre dernier fils a quitté cet établissement en 2002, il y a presque un quart de siècle. Voilà exactement mon lien avec Bétarame. D'accord. Alors, deuxièmement, pour qu'on s'entende, je réponds à votre question. Votre audition, c'est l'audition du Premier ministre, du président du Conseil général et principalement du ministre de l'Éducation. On remet aussi, on contextualise parce que c'est important pour nous. On va vous poser des questions sur cette période, mais parce que vous avez été à l'époque président. J'en serais ravi. D'accord, voilà. J'en serais ravi. Mais permettez-moi de vous dire que mon lien avec Bétarame, et la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que j'étais parent d'élève il y a 40 ans à Bétarame. Vous dites non, permettez-moi d'avoir un jugement différent. Et donc, comme il y a eu beaucoup d'échos au cours de cette période. Vous m'avez demandé si j'avais été membre des organes de direction de Bétarame. Jamais. Donc vous n'avez pas été dans le conseil d'administration de l'établissement. Je vais vous répondre. Si vous voulez bien qu'on ne s'interrompe pas, c'est une chose aussi importante. Et j'imagine que ceux qui viennent devant cette commission composée
avec beaucoup de publicité et devant beaucoup de presse, ont le droit de s'exprimer. J'ai lu dans un organe de presse, dans Mediapart, que j'avais été membre du conseil d'administration de Betaram en décembre 1985, comme représentant du conseil régional de l'époque, dont je rappelle qu'il n'était pas élu au suffrage universel. C'était une délégation des conseils départementaux. Et je n'y suis pas resté parce que j'ai été élu député en mars 86, à la proportionnelle. Donc je n'ai jamais siégé, à mon souvenir, jamais siégé au conseil d'administration. Mars 86, je vous rappelle, c'est une élection très, très importante, une élection à la proportionnelle. La campagne a lieu au moment où je suis prétendument désigné comme membre du conseil d'administration. Comme vous savez, toutes les collectivités locales ont des représentants, qui dans les écoles pour les communes, qui dans les collèges pour le conseil départemental et qui dans les lycées pour le conseil régional. C'est à ce titre que j'ai été désigné sans jamais siéger. Je vais aller encore un tout petit peu plus loin. Je n'ai pas souvenir d'être entré dans l'établissement scolaire. Betaram, c'est deux choses. C'est un établissement scolaire et à côté, c'est un sanctuaire, comme on dit, c'est-à-dire un lieu de pèlerinage qui a 4 siècles, avec une chapelle baroque classée monument historique qui est très, très spectaculaire. Je ne suis jamais entré comme parent d'élève à Betaram. J'ai été un parent d'élève moins assidu qu'il n'aurait sans doute fallu. Je suis entré à Betaram, paraît-il, d'après ce qui a été publié, pour inaugurer un gymnase. J'ai approché Betaram pour inaugurer le toit de la chapelle qui avait été réparé avec des crédits de l'État, parce que c'est un monument tout à fait exceptionnel. Et j'y suis entré, paraît-il, mais j'en ai pas de souvenir, parce qu'il y a eu une inondation dans les années 90, et donc j'y suis allé à cette époque. Peut-être ma mémoire me trahit-elle, mais pas beaucoup. Et donc voilà exactement la réponse à votre question. Il y avait beaucoup de tensions dans cette salle Lamartine de l'Assemblée nationale. L'audition a été marquée par de très nombreuses passes d'armes, notamment entre François Bayrou et son principal contradicteur, le coprésident de la commission d'enquête, le député insoumis Paul Vannier. Monsieur le Premier ministre, le 11 février dernier, ici même à l'Assemblée nationale, vous avez déclaré, je vous cite, « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais. » Monsieur le Premier ministre, maintenez-vous aujourd'hui sous serment devant notre commission d'enquête cette déclaration? Monsieur Vannier, celui qui ment ce jour-là, le 11 février, ce n'est pas celui qui répond à la question, c'est celui qui pose la question, c'est-à-dire vous. Votre question dit « Vous n'avez pas protégé les élèves des violences pédocriminelles ». Je veux rappeler ce que veut dire le mot pédocriminel. Il signifie abus et exploitation sexuelle des enfants. Et vous avez fait allusion au fait que j'étais ministre de l'Éducation nationale. Vous avez dit que j'étais l'époux d'une professeure. C'est faux. Ma femme n'a jamais été professeure à Betaram. Elle est allée pendant 9 mois, 1 heure par semaine, faire de ce qu'on appelle l'éveil religieux. Jamais elle n'a été professeure à Betaram. C'était le contraire de ce que vous avez annoncé. Vous dites que vous avez été saisi à de nombreuses reprises. C'est faux. Je n'ai pas été saisi. Il y a eu 25 ans de silence absolu et tout ce que je savais, je l'ai su par la presse. Je vais en apporter la démonstration. Et enfin, vous avez choisi l'omerta pendant 30 ans. Ceux qui ont choisi l'omerta, c'est ceux qui savaient et n'ont rien dit. Et donc, je maintiens l'affirmation qui est la mienne. Je n'ai eu pas d'autres informations. Comme ministre de l'Éducation nationale, je vais en parler puisque j'avais demandé un rapport d'inspection, que par la presse, et je n'ai bénéficié d'aucune information privilégiée. Monsieur le Premier ministre,
Si un jour j'ai à déposer devant une commission d'enquête, je le ferai, je répondrai aux questions qui me sont posées. Vous n'avez pas répondu à ma question, je la repose donc à nouveau. Vous avez déclaré « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. » Vous l'avez fait devant la représentation nationale. Est-ce que vous maintenez sous serment cette déclaration? Je maintiens que les seules informations que j'ai eues étaient celles qui étaient dans le journal. Je n'en ai pas eu d'autres. Et j'ai les dates précises des articles des journaux. Et je n'ai pas eu d'autres informations, ce que votre question induisait. Votre question disait que j'avais reçu d'autres informations. Et pour moi, je n'ai eu aucune autre information que celle-là. On va y revenir fait par fait, si vous voulez bien. Au-delà... Vous nous dites donc aujourd'hui que vous disposiez des informations qui étaient disponibles dans la presse, ce qui est une affirmation qui est très différente de celle que vous avez assumée le 11 février dernier. Je veux dire que ce jour-là, Monsieur le Premier ministre, vous êtes catégorique. Vous avancez 2 preuves dans votre réponse pour marquer votre affirmation. Vous annoncez ce jour-là porter plainte en diffamation. C'est une réponse très offensive. Avez-vous, Monsieur le Premier ministre, porté cette plainte en diffamation et si oui, contre qui? Non, j'ai hésité. Mon intention était de porter plainte contre les organes de presse qui avaient annoncé que j'avais donné 1 million d'euros à Betharam cette année-là. C'est un article de Mediapart, autant que je me souvienne. C'était faux, j'avais l'intention de porter plainte. Puis je me suis dit que chaque fois que dans ces affaires, on porte plainte en diffamation, on sert ceux qui essaient de porter le scandale. Donc je ne l'ai pas fait. Et l'expérience qui est la mienne, c'est que c'est très rare qu'on se félicite d'avoir porté une plainte en diffamation. La commission d'enquête de l'Assemblée a longuement cherché à savoir si le Premier ministre était intervenu auprès de la justice à l'époque des faits, s'il avait cherché à cacher certains éléments dans l'affaire Betharam. Les députés de la commission d'enquête l'ont notamment mis en face de 2 témoignages qu'ils ont recueillis, celui de Françoise Goulung, ex-professeure de mathématiques à Betharam, qui avait lancé l'alerte sur les violences, et le témoignage du juge Christian Mirande, qui était chargé de l'instruction à l'époque des faits, contre-attaque virulente de François Bayrou. Le 18 février, à l'Assemblée nationale, vous reconnaissez devant les députés qui vous interrogent avoir évoqué ces violences sexuelles avec le juge Mirande. Ça n'est donc pas par la presse que ces éléments vous sont alors communiqués et vous en êtes bien en possession, quoi que vous en disiez aujourd'hui. Monsieur Vannier, votre formulation est malveillante. Et je vais faire la preuve, si vous voulez bien. Je n'ai jamais entendu parler de violences sexuelles avant que le journal La République des Pyrénées, L'Éclair des Pyrénées et Sud-Ouest fassent mention de ces violences sexuelles. On doit être le 29 mai de l'année 2016, de l'année 2000... de l'année 1998, vous avez raison. 29 mai. Pourquoi le 29 mai? Parce que le 26 mai, ce qui a donné pour vous l'occasion d'une mise en cause absolument scandaleuse et sur laquelle j'apporterai des preuves, merci, et sur laquelle j'apporterai des preuves, jamais je n'ai été informé de cela, et la raison est simple, c'est que le juge Christian Mirande et les enquêteurs avaient, il s'en explique, cultivé un secret absolu pour qu'il n'y ait pas de fuite. Mais le 29 mai, je rappelle la chronologie si vous voulez bien, de mémoire, mais je ne crois pas me tromper. Le juge Mirande convoque, ou en tout cas, oui, Caricart le 26 mai. Oui, mais bon, j'explique. Cette affaire reste secrète. Et c'est le 29 mai que la presse en parle. Et la première date possible où j'ai pu rencontrer le juge Mirande, c'est le samedi 1er ou 2 ?
30 mai. Et la deuxième possible, c'est le 6 mai, 6 juin. Je répète la chronologie. 26 mai, Caricart est convoqué et mis en détention. 29 mai, la presse en parle. Le premier jour disponible pour que je rencontre le juge Mirande, c'est le premier jour du week-end. Je rappelle qu'à l'époque, je suis président de groupe à l'Assemblée nationale et assez peu disponible pour rencontrer mes concitoyens du village. Donc c'est le samedi 30 ou le samedi 6, puisque Caricart va être libéré le 9 juin. Donc c'est les deux week-ends entre les deux. Or, la presse raconte toute cette histoire le 29 mai, soit 2 jours avant la première date possible pour que je rencontre Mirande. Ce qui fait que Christian Mirande, déposant sous serment, a dit qu'il n'avait pas porté atteinte au secret de l'instruction. Ce qui fait que moi, déposant sous serment, je dis qu'il n'a pas porté atteinte au secret de l'instruction, que je n'ai eu aucun autre secret. Et, Monsieur Vannier, vous connaissez bien cette affaire. Pouvez-vous me dire quel autre secret il y avait que celui-là? Monsieur le Premier ministre, on va avoir l'occasion de revenir dans le détail sur votre relation avec le juge Mirande, sur l'affaire du père Caricart. Mais je reviens donc à vos déclarations, et vous nous dites que vous êtes un lecteur très attentif de la presse locale. Je veux noter qu'à partir de l'année 1993, c'est-à-dire l'année où vous entrez au ministère de l'Éducation nationale, des informations qui notamment permettent d'identifier au moins 4 élèves qui auraient perdu l'audition suite à des coups reçus par des surveillants de Bétarame sont disponibles. Donc si vous nous dites être informé par la presse, vous l'étiez probablement dès 1993 de ces violences physiques très graves qui ont frappé 4 élèves au moins de Bétarame. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre. Vous nous avez donc avancé vos explications, à vous, aujourd'hui, relatives au changement, dans cette semaine qui va du 11 au 18 février, de vos versions des faits concernant votre connaissance de ces faits de violence. Je veux juste constater avec vous, toujours dans cette chronologie, qu'entre le moment où vous dites le 11 « je ne savais rien » et le 12 où vous indiquez « je ne savais rien à l'époque », que sort la veille du 12 au soir un article de Mediapart qui révèle que vous avez reçu en 2024 le courrier recommandé d'une victime à la mairie de Pau qui vous informe donc des violences. Entre ce moment où vous dites n'avoir été pas informé à l'époque et où vous reconnaissez le 15 avoir été informé des violences physiques, y compris dans ces années 90, il y a la publication, le matin du 15, dans le journal Le Figaro, du rapport d'inspection sur lequel nous allons revenir, qui décrit des phénomènes de violence physique. Entre cette journée du 15 et le 18, où vous finissez par admettre que vous avez eu connaissance de violences sexuelles après votre échange avec le juge Christian Mirande, il y a la veille de cette déclaration, toujours dans le journal Mediapart, une interview du juge Mirande qui sort, et dans laquelle le juge indique « Désormais, il dit qu'on s'est rencontré fortuitement dans la rue. C'est faux. Il est venu chez moi me parler de cette affaire, l'affaire du juge Caricart. » J'ai donc le sentiment, l'affaire du père Caricart, j'ai donc le sentiment, Monsieur le Premier ministre, que les différentes versions que vous avez apportées suivent toujours des révélations de presse et qu'elles visent donc à aligner votre propos sur ce que contient ces révélations de presse. Je vous pose une question donc très directe. Que cherchez-vous, Monsieur le Premier ministre, à dissimuler en apportant par bribes, par touches, la réalité de votre connaissance des faits de violence physique et sexuelle à Bétarame? Monsieur Vannier, j'ai déjà décrit votre méthode qui consiste à essayer de tirer la réalité pour nourrir un procès en scandale. Cette méthode, si je peux, je ne la laisserai pas prospérer. Donc, vous présentez tout cela comme si les déclarations qui sont faites en réponse à des questions au gouvernement étaient des déclarations sous serment devant un juge. Si ça avait été le cas, vous auriez dû prêter serment et ne pas multiplier les mensonges que vous avez multipliés, vous, personne d'autre, dans le texte de la question que vous avez posée et que je viens de révéler. Le menteur, ce jour-là, ça n'était pas celui qui répondait à la question, c'est celui qui posait la question. Et je peux, si vous voulez, répéter les 4 mensonges qui ont été les vôtres. Moi, je n'ai pas menti.
vous mettiez en cause le ministre de l'Éducation que j'étais. Quand j'étais ministre de l'Éducation, je n'ai jamais entendu parler d'autre chose que ce qui était dans le journal, sur lequel j'ai diligenté une inspection dont je n'avais pas de traces, et je n'avais jamais entendu parler de violences sexuelles. Jamais. J'ai entendu parler de violences sexuelles à partir du moment où les articles de journaux en 1997 ont décrit ce qui était arrivé à Caricart. 80, non, la plainte c'est de 97. 98. Okay. Donc, je répète que vos affirmations sont biaisées. Vous essayez, avec une méthode qui consiste à édifier Mediapart en autorité de la République. Je ne lis pas Mediapart. C'est une hygiène personnelle. Hein? Bon, c'est une hygiène personnelle. Vous, vous en faites la Bible et les prophètes. Je considère que Mediapart... Excusez-moi, juste, je pense qu'il faut prendre aussi le pli, c'est-à-dire répondre à la question qu'on vous a posée. On vous a posé une question. Madame, je réponds à la question avec les considérations. Monsieur Vanier vient de me dire, Mediapart, la veille, a dit que, donc vous vous alignez sur Mediapart. Je ne m'aligne sur rien, je ne lis pas Mediapart. Je crois que la question, c'était des médias, dont Le Figaro et Mediapart, oui, ont fait des articles, et la question, c'est vous avez changé votre version selon les différentes parutions. Est-ce qu'il y aurait d'autres, je crois, si j'ai bien compris la question, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez cachées et qui apparaîtraient là aujourd'hui? Voilà. Je n'ai rien caché, madame, et je vous demande d'adopter une formulation qui respecte ce que vous convoquez devant cette commission. Je regrette infiniment. Et je continue. Ça n'est pas la presse qui commande ce que je dis, peut-être vous, mais pas moi. Le Figaro a publié quelque chose qui est extrêmement précieux, que je n'avais pas, sur lequel je n'avais aucun souvenir. Je vais vous expliquer comment les souvenirs me sont revenus. Qui était le rapport d'inspection que j'avais demandé. Et j'affirme que ce rapport d'inspection a été pour moi une bouffée de sérénité parce que j'en avais oublié absolument les termes. Qu'est-ce qui a motivé le fait que je me suis souvenu de ce rapport ? Je vais vous le dire, mais encore une fois, quand une affaire comme ça sort, et que vous n'en avez aucun souvenir, parce que la mémoire de personne ne va jusqu'à 40 années, de manière certaine, eh bien, vous n'avez pas de documents, je n'avais pas de notes. J'ai demandé au ministère de l'Éducation nationale s'ils avaient conservé des documents. On m'a répondu que non, qu'il n'y en avait pas. J'étais donc absolument dépourvu. Je n'avais qu'un fil d'Ariane. Et ce fil d'Ariane, c'était la phrase que le 5 mai, j'avais déclaré, qui a été publiée dans le journal. On inaugurait le toit de la chapelle que j'ai indiqué. Et j'ai répondu, tout ce que le ministère de l'Éducation nationale devait vérifier a été vérifié. Et je me suis donc dit, au fond, il y a sûrement quelque chose. Ce n'est pas une phrase qu'on fait en l'air. Et donc, par chance, ce rapport d'inspection qui n'existait chez personne s'est retrouvé. Il a été publié par Le Figaro. Et ce rapport d'inspection, en effet, on va en parler, donne toutes les garanties et les assurances sur Betaram. Monsieur le Premier ministre, vous nous dites je n'avais pas de souvenir ou j'ai des difficultés à me remémorer des épisodes qui sont en effet éloignés dans le temps. Je peux parfaitement le concevoir. Vous auriez d'ailleurs sans doute pu nous le dire alors que vous étiez interrogé sur cette affaire Betaram, nous dire écoutez, je n'ai pas tous les éléments, je vais peut-être les chercher. Vous avez fait un choix très différent, celui d'affirmer catégoriquement, avec une très grande fermeté, votre ignorance complète
de l'ensemble des faits de violence à Bétarame. Vous reconnaissez aujourd'hui, finalement, avoir été informé par la presse, nous dites-vous, nous allons y revenir. Je voudrais avancer dans le questionnement, et vous avez évoqué ce rapport d'inspection en 1996, puisque dès lors que vous étiez informé, et vous nous le dites maintenant, se pose la question de savoir ce que vous avez fait de ces informations relatives à des violences physiques, sexuelles, sur des élèves de l'établissement Bétarame. Vous avez donc engagé un rapport d'inspection de l'établissement en 1996. Mais je voudrais revenir toujours sur la chronologie, Monsieur le Premier ministre, sur les faits de la chronologie. En décembre 1993, vous êtes déjà ministre de l'Éducation nationale depuis 9 mois, et un surveillant de Bétarame est condamné par la justice pour avoir porté un coup sur la tête d'un élève. Dans cette année 93, je l'ai dit tout à l'heure, 4 situations d'enfants frappés par des surveillants de Bétarame ayant perdu l'audition sont évoquées par la presse locale. En janvier 1995, Françoise Gulung, enseignante à Bétarame, qui a rapporté devant notre commission d'enquête sous serment, vous écrit pour vous alerter sur les violences sur élèves dont elle a été témoin. Le 17 mars 1995, Françoise Gulung, là encore, vous interpelle cette fois directement à l'occasion d'une remise de décoration. Elle déclare sous serment devant notre commission d'enquête, je la cite, « Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Il ne m'a jamais répondu, je tente. Donc je suis allé à lui et je lui ai dit, c'est vraiment grave ce qu'il se passe à Bétarame, il faut faire quelque chose. Et il m'a répondu, on exagère. » Monsieur le Premier ministre, pourquoi, dans ces années 90, vous êtes à la tête du ministère de l'Éducation nationale? Pourquoi ne traitez-vous aucune de ces alertes, celles qui sont présentes dans la presse en 93, cette décision judiciaire en décembre 93, ce courrier en janvier 95, cette interpellation directe en mars 95, pourquoi ne traitez-vous aucune de ces alertes avant le mois d'avril 1996, le mois de l'inspection de l'établissement Bétarame? Vous voyez, je suis sous serment. C'est la première fois que j'entends parler de ce jugement que vous évoquez d'un surveillant qui a donné un coup sur la tête. Jamais. Oui, mais excusez-moi, j'ai le droit de ne pas lire la presse. Non. Je demande qu'on ait un peu de respect dans cette commission. Je ne pouvais pas ignorer ce qui s'est passé en 1996. Je ne pouvais pas l'ignorer parce qu'il y a eu des articles de presse dans tout le pays. Il n'est pas vrai qu'il y a eu des articles de presse, ou en tout cas je ne les ai jamais vus, sur le jugement que vous évoquez en 1993. Jamais. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je vais vous donner la chronologie précise pour voir ce que j'ai fait. La plainte est déposée le 11 décembre 1995 sur 2 faits, une gifle qui a donné lieu à une condamnation et ensuite une punition du perron qui a été classée sans suite par la justice. C'était dans les journaux le 9 avril 1996. Le 9 ou le 10 avril, je demande une inspection de l'établissement. Le 12 avril, l'inspecteur, dont le nom est Latrubès, se rend à Bétarame. Il reçoit une vingtaine de personnes. Le 15 avril, il remet son rapport au recteur. Le 16 avril, semble-t-il, parce que la date n'est pas écrite, le 16 avril, le recteur me transmet ce rapport, dont nous lirons ensemble des passages, si vous voulez bien. Et la lettre du recteur me dit « Je viens de recevoir ce rapport, il est sage, objectif et favorable à l'établissement », le recteur d'académie. Le 4 mai, il y a l'inauguration dont nous allons parler. Je demande un suivi au recteur, au-delà du rapport. Et vous allez voir que ce suivi a donné lieu, en effet, à des interventions de la part de l'établissement.
Et le 14 mai, je publie, qui était en préparation depuis 3 mois, une circulaire contre les violences scolaires que j'avais commencé à préparer au mois de février. Le 11 juin, le surveillant a été condamné et il a été licencié au mois de novembre. Vous dites non, mais j'ai un document qui le prouve, je ne connais pas. Et donc, en novembre, le supérieur ou le directeur de Betaram adresse au recteur un suivi du rapport dans lequel il lui indique que le surveillant a été licencié. Il lui indique que la méthode des élèves surveillants qu'ils avaient choisie a été abandonnée à la demande de l'inspecteur et que Mme Guling a changé d'établissement. On en parlera peut-être parce qu'il y a des choses très intéressantes pour le témoignage sous serment de Mme Guling à la commission. Je reviens un petit peu en arrière et on arrivera très bientôt à ce moment du rapport d'inspection, avril 96. Je vous interrogeais sur le fait que vous ne sembliez pas traiter des signaux d'alerte antérieurs. Tout à l'heure, vous nous avez indiqué n'avoir été informé que par la presse de ces faits de violence. Et là, vous répondez « Pardon, mais je n'ai pas lu la presse, donc je ne pouvais pas être informé de mêmes faits de violence. » Mais au-delà de cette question, puisqu'en effet, on peut être plus ou moins attentif à une lecture de presse, il y a 2 alertes directes de Mme Guling, enseignante dans l'établissement, par courrier en janvier 1995, auprès de vous, directement, en mars 1995. Que faites-vous de ces 2 alertes de l'enseignante Mme Guling qui nous dit, sous serment, vous informer à ces 2 occasions de faits de violence physique sur des enfants dont elle est témoin? Et moi, sous serment, je dis que Mme Guling ne m'a informé de rien, je vais en apporter la preuve. À quel moment peut-on parler de la déposition ou du témoignage de Mme Guling devant vous? Vous pouvez le faire maintenant. On peut... Hein? Monsieur le Premier ministre, vous voulez projeter quelque chose? Oui, vous pouvez. Si ça vous embête pas, je réponds. J'ai été très troublé par la déposition de Mme Guling. Mme Guling qui dit qu'elle avait alerté ma femme, et devant la commission, elle ne le dit plus. Elle dit que ma femme lui avait dit non, j'ai écouté attentivement. Madame Guling dit que ma femme lui a dit ses enfants, on ne peut rien en faire. Et devant la commission, elle dit j'ai l'impression qu'elle n'a pas été attentive ou qu'elle n'a pas partagé mes demandes. Pas du tout que ma femme lui aurait dit cette phrase insensée on ne peut rien faire de ses enfants. Sur le grill des questions, le Premier ministre s'est montré à l'offensive. Il a campé sur ses positions et redit sous serment qu'il avait appris les révélations sur Betaram dans la presse. Il est allé jusqu'à remettre en cause l'objectivité de la commission d'enquête en accusant le compte-rendu officiel de l'Assemblée nationale de retranscription fallacieuse. Madame Guling dit ma carrière s'est achevée dans des conditions particulièrement difficiles. J'avais fait le choix, on est en septembre 1996, de ne pas demander de mutation, préférant assurer mes cours jusqu'au dernier jour. Ce choix que j'assumais pleinement m'a cependant valu l'exclusion du mouvement interne de l'enseignement privé peu après. Cette phrase est une pure et simple déformation de ce qui a été dit. Et je m'étonne qu'à l'Assemblée nationale, devant une commission aussi importante, on puisse accepter ou souhaiter une déformation des propos, parce que ce que Mme Guling dit n'est pas du tout ça. Elle dit devant vous, sous serment, qu'elle n'a pas pu participer au mouvement parce qu'elle n'a pas demandé sa mutation et que le mouvement était clos. Je rappelle que vous le traduisez par « cela m'a valu une exclusion du mouvement de l'enseignement privé », comme si c'était une punition
ou une sanction sur ce qu'elle a fait. Je continue. Elle a toute une démonstration en disant j'étais rentré chez moi. C'est pour ça que je demandais la projection, parce que le texte n'est pas fidèle à ce qu'elle a dit. Et donc, peut-être vous voulez maintenant qu'on l'accepte ? En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le compte-rendu de la commission n'est pas fidèle à... Je l'affirme, sous serment. D'accord. D'accord. Donc on peut, dans ce cas, si vraiment vous le voulez, on peut regarder ces 2 minutes. Eh bien, très bien, à peu près, quelque chose comme ça. Il n'y a pas le son. Comment il n'y a pas le son ? Est-ce qu'on peut avoir le son, s'il vous plaît ? Sinon, je peux le dire de mémoire. Hein ? Non, mais j'ai pas le script. C'est pas rien que de voir un compte-rendu fallacieux. Ben, je mets en cause ceux qui rédigent et ceux qui contrôlent. Normalement, c'est au sein de la commission que le contrôle se fait, non ? T'as pas le texte que tu avais l'autre jour ? Bien. Alors, je vous donne peut-être 30 secondes pour caler, sinon vous lisez ou... Enfin, il faut trouver une solution peut-être efficace. Mais voilà. Je vais essayer de traduire aussi fidèlement que possible. Si ça ne marche pas. C'est ce que j'ai fait, j'ai bien sélectionné HDMI, donc là je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Après, comme ça n'a pas une relation directe avec... Enfin, pour moi en tout cas, la mutation de Mme Gulung n'a pas une relation directe avec la question. Pour donc, vous, Madame, non, mais je vais montrer que... Je vous en prie, mais on peut la caler pour après, c'est ce que je voulais vous dire. On peut continuer et dès que la vidéo sera prête, on la diffusera. Bon, alors je vais dire de mémoire. Madame Gulung dit, vous le vérifierez sur la vidéo, Madame Gulung dit je n'ai pas participé au mouvement parce qu'il était clos. Je suis rentrée chez moi pendant les vacances et je me suis dit que je finirais sans doute par trouver un poste. Et quelques jours après seulement, pendant l'été 96, j'ai été appelée. Que voulez-vous, j'ai souvent été choisie dans ma vie, dit-elle, de mémoire. Hein. J'ai été appelée et on m'a proposé, monsieur Vaillant m'a proposé un poste à Saintes. Je suis arrivé à Saintes, je suis allé voir, finalement j'ai décidé de dire oui. Je suis... Tu l'as, non ? Alors je vais lire le texte script. Je pense que vous savez à peu près que ma carrière s'est terminée dans des conditions difficiles à Betaram. J'ai refusé de demander une mutation, donc j'ai assuré mes cours jusqu'au dernier jour, ce qui fait que le mouvement de l'enseignement privé était clos, puisque je n'avais pas demandé de mutation, ce qui n'est pas du tout le texte de la transcription. Je suis rentré chez moi en me disant qu'il y aura probablement des postes à pourvoir au deuxième mouvement, et là j'aurai quelques chances de pouvoir faire un choix, ce qui ne sera pas gêné, dit-elle. Mais je n'ai pas eu besoin. C'est-à-dire que j'étais peut-être en vacances depuis quelques jours, quand j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un qui s'appelait le père Vaillant. Elle ajoute, que voulez-vous, j'ai souvent été choisie dans ma vie. De mémoire,
vous retrouverez le texte. Le père Vaillant qui m'a dit « Bonjour madame, je sais que vous avez eu beaucoup de soucis à Notre-Dame de Bétharram, mais moi je dirige un établissement à Saintes où tout se passe bien, tout est agréable et j'ai justement besoin d'un professeur de mathématiques. » Alors je lui ai dit « J'ai besoin de réfléchir et de toute façon c'est trop tard, comment ferait-on » ? « Pas de problème, répond-il, je m'en arrangerai. » Donc je suis allé visiter Saintes, voir, et je retourne, je me suis dit, il faut faire quelque chose, j'ai accepté. Alors, la pré-rentrée est arrivée. « Vous voulez que je vous raconte ?» dit-elle, « Vous voulez que je vous raconte ?» Elle raconte. Voilà, en général, pardon, c'est très important. Peut-être vous pouvez dire non, j'affirme que c'est très important, et vous allez voir pourquoi. En général, dans un établissement scolaire, quand il y a un nouvel enseignant, il y a un peu la curiosité de tout le monde. Et en tout cas, on essaie de le recevoir. Là, j'ai 3 collègues, que je connais toujours d'ailleurs, qui m'ont reçu. Les autres étaient très... Je ne comprenais pas, mais ils n'étaient pas très... Ils ne tentaient pas vraiment de communiquer. Donc, la journée pré-rentrée entre. Moi, je suis certifié de mathématiques, dont le rectorat m'avait accordé un contrat de 18 heures de mathématiques en lycée. La journée de pré-rentrée se passe. Le chef d'établissement nous donne des fiches de poste. Sur ma fiche de poste, il y a quelques heures de mathématiques, quelques heures de physique et beaucoup d'heures de surveillance. C'était assez embarrassant comme situation. En général, les pré-rentrées sont le vendredi. Donc, je rentre chez moi, je réfléchis et je prends la décision que j'irai là où je suis censé être. Quand je suis censé donner un cours de maths, je donnerai le cours de mathématiques. Mais sur les autres horaires, j'expliquerai aux élèves qu'il y a certainement une erreur, que je les priais d'être sages et de s'occuper tranquillement. Voilà, ça a tenu à peu près une dizaine de jours, entre 10 et 15 jours, et j'ai été convoqué par le directeur, le père Vaillant, qui me convoque. Donc, je le salue poliment et je lui dis « Je ne comprends pas ce qui se passe ». Et là, il me dit « En ces mots-là vraiment », dit-elle, « en ces mots-là vraiment, parce que c'est frappant quand même, vous êtes complètement idiote, vous n'avez pas compris que vous êtes là pour venger mon ami Caricart. » C'est ce qu'elle a déclaré sous serment devant vous. Ah ben c'est tout à fait intéressant parce que c'est en octobre, au plus tard, octobre 96, et que Caricart n'intervient dans cette affaire que 2 ans plus tard. Oh, le père Caricart est un intervenant dans l'établissement depuis de nombreuses années avant 1998, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais juste revenir à ma question initiale. Et ma question de départ, Monsieur le Premier ministre, elle est précise, elle est factuelle. Nous avons préparé notre audition, Monsieur le Premier ministre. Nous avons beaucoup de questions à vous poser. Il en reste un grand nombre. Vous prenez évidemment toute liberté. Vous faites le choix de très longues digressions. Vous nous lisez des extraits d'audition auxquels nous avons déjà assisté. Mais cette très longue digression ne répond pas à la question que je vous posais. Pourquoi en 1995, en janvier, quand elle vous saisit par écrit, en mars, quand elle vous saisit oralement, à cette époque-là, Madame Gullung n'a pas encore déposé devant notre commission d'enquête. Donc vous n'avez pas connaissance de tout ce que vous nous avez évoqué là, qui sont relatives à des questions de mutation qui me paraissent très éloignées du cœur du sujet. Pourquoi en janvier, en mars, ne vous saisissez-vous pas des alertes que Madame Gullung vous transmet pour engager une série d'actions, vous êtes à l'époque ministre de l'Éducation nationale, pour veiller à la sécurité des élèves de Bétharram? Monsieur Vannier, je vois bien la stratégie un peu pauvre que vous utilisez. Je vois bien que vous voulez éviter cette question, mais vous ne l'éviterez pas. Il se trouve, moi j'ai autant de temps qu'il faut devant cette commission, et madame, je ne ris pas. Ce qui est en jeu, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour moi. Et depuis...
Et depuis 4 mois, je suis quotidiennement sali, je suis quotidiennement diffamé, avec des affirmations qui reposent en grande partie sur le témoignage de cette dame, contre laquelle je n'ai rien, je n'ai jamais rencontré, ou si, une fois peut-être, elle est venue me dire bonjour, comme elle le dit dans cette rencontre. Je répète, Madame Gulling ne peut pas connaître Caricart, car Caricart est parti à Rome depuis des années, au moment où elle est recrutée dans l'établissement. Pardon ? Mais vous dites absolument pas, c'est une pétition de principe. Je répète, Caricart est parti à Rome, selon les interprétations, entre 91 et 93, donc des années avant ces événements, et elle dit que le père Vaillant lui dit c'est pour venger Caricart. Venger Caricart, je répète, Caricart se suicide en 2000, on est en 96. Il intervient dans cette affaire en 98, enfin il est saisi dans cette affaire en 98, soit 2 ans après l'affirmation de Madame Gulling. Donc je dis que l'affirmation qu'elle a faite sous serment devant vous est une affirmation qui ne peut pas tenir, qui ne peut pas être acceptée. Et donc je dis que cette affirmation est une affabulation, sous serment. Sous serment. Il n'est pas vrai que Madame Gulling connaissait Caricart. Lorsque Madame Gulling est recrutée, le directeur s'appelle le père Landel. Et jamais Caricart n'intervient après dans l'établissement. Donc je dis, j'affirme que cette dame, je veux pas utiliser le mot de mentir, je déteste ce mot que vous utilisez tant. Elle a affabulé devant la commission. Et après, par exemple, elle raconte que Caricart est venu avec une soutane avec des petits boutons. Je n'ai jamais eu un autre témoignage de cet ordre. Je pense que cette dame a reconstitué, et fallacieusement, et sous serment, et c'est d'elle que vous faites la lanceuse d'alerte. Je constate que vous n'avez pas fait d'enquête sur la suite de sa carrière, alors qu'elle dit qu'elle a eu beaucoup d'ennuis et qu'elle a été, par la médecine scolaire, réputée dérangée. Elle le dit devant vous. Devant vous. Et donc, cette dame-là, en témoignant devant vous, sous serment, elle n'a pas dit quelque chose de possible. Cette commission d'enquête, elle n'est pas à charge. Il y a des prises de parole, notamment de mon co-rapporteur, en dehors de la commission d'enquête, dans les médias, qui sont avec un certain nombre de déclarations vous concernant, et je comprends qu'elles vous affectent. En revanche, je ne souhaite pas que ça mette en cause l'ensemble du travail ici, donc des 2 co-rapporteurs, de la présidente de commission, des 140 personnes que nous avons auditionnées. Madame Gulling, c'est un témoignage, mais nous avons 140 personnes auditionnées sur l'ensemble de cette commission, de nombreux documents dont on souhaite échanger avec vous. Donc vous avez expliqué que vous avez le temps, nous allons prendre le temps, effectivement, et je crois qu'il faut, effectivement, nous savons que nous avons le Premier ministre en face de nous, et c'est très important d'être juste et factuel dans les questions que nous vous posons, mais à l'inverse, je vous demanderai effectivement de ne pas considérer que tout ce travail est à charge contre vous, parce que vous avez au début évoqué l'exposition médiatique que votre présence dans ce dossier Betaram apporte, et là-dessus vous avez raison. C'est-à-dire que malheureusement, vous êtes très concerné au titre de vos différentes fonctions politiques sur ce dossier Betaram, mais c'est par le dossier Betaram que se sont ouverts tous les autres dossiers en France. Je pense au village de Riaumont dans ma région, je pense à Ustaritz, à tous les établissements en Bretagne que mes collègues nous ont signalés, et beaucoup de députés de tous les groupes, quel que soit leur parti politique, nous ont remonté des témoignages de victimes partout en France. Donc cette exposition médiatique, elle est difficile et douloureuse, je le comprends, on est nombreux à le comprendre et à être prudents, mais il faut aussi se dire que c'est pour l'intérêt général que nous menons ces travaux de commission d'enquête le plus sérieusement possible. Voilà, je vais repasser.
Voilà, je vais juste, après, terminer les questions de M. Vannier. Dans la première série, on a 3 parties. Et puis ensuite, j'enchaîne sur ma partie sur l'inspection de 96. Je reviens donc, Monsieur le Premier ministre, à cette chronologie et en pointant le fait que, à nouveau, vous n'avez pas répondu sur ces alertes qui vous sont transmises en 1995. Mais je veux revenir à ce qui vous allez l'avoir tout de suite, ce qui vous conduit, vous nous l'avez dit, je crois, avoir compris que c'est le dépôt d'une plainte, la plainte de M. Lacoste-Séris, qui vous conduit à engager l'inspection de l'établissement. Est-ce que je comprends bien vos propos? C'est le dépôt de la plainte qui vous conduit, qui vous amène à déclencher l'inspection? Non. D'abord, je réponds la question précédente, parce que je ne veux pas dire que je n'ai pas répondu à une question. C'était quoi? J'ai oublié, mais je vais répondre. Quelle était la question que vous posiez? Pour la 3e fois, qu'avez-vous fait des alertes écrites et orales de Madame Gulung en 1995, à une époque où tous les éléments que vous amenez là, qui sont contestables, qui viennent d'être très largement invalidés par le rappel que ma collègue Violette Spilbout vient de faire, ces éléments-là, vous ne pouvez pas les avoir en votre possession, puisqu'ils sont ceux du débat de 2025. Monsieur Vannier, encore une fois, vous venez de faire la preuve de la méthode qui est la vôtre, c'est-à-dire j'essaie de transformer ce qui est dit pour que on se souvienne du contraire. Alors je dis pourquoi est-ce que j'ai été alerté par Madame de Gulung? Non, je n'ai pas eu de courrier. Madame Gulung vient me voir, dit-elle, et je veux bien lui faire confiance, le 17 mars 1995. Et de quelle date est la plainte Lacoste-Séris? 11 décembre 1995, 9 mois avant. Il n'y avait pas eu de plainte avant, il n'y avait pas eu de signalement dans la presse, et donc j'ai pu répondre évasivement, car son affirmation ne reposait sur aucune plainte. Donc jamais il n'y a eu ça. Ensuite... Donc, d'accord, j'entends, c'est le témoignage de l'alerte de Madame Gulung, vous ne la considérez pas. C'est la plainte qui déclenche votre réaction, et vous nous dites que cette plainte a lieu en décembre 1995. Pourquoi alors faut-il attendre jusqu'en avril 1996 pour que l'inspection soit diligentée, si c'est bien cette plainte qui la déclenche? Ça n'est pas cette plainte qui l'a déclenchée, parce que je ne connais pas la plainte. C'est peut-être d'ailleurs un des sujets que nous devons traiter pour savoir ce qu'il faut faire dans l'avenir. Je ne suis informé de cette plainte que le 9 avril 1996, où les journaux La République des Pyrénées et Sud-Ouest rendent publique l'existence de cette plainte. C'est dès le lendemain que je demande une inspection. Le 12 avril, l'inspecteur est à Betaram. Le rapport est rendu le 15, il m'est communiqué le 16. Et peut-être on pourra parler du rapport, vous m'avez dit qu'on allait le faire. Et le recteur d'académie dit « Ce rapport me paraît, j'ouvre les guillemets, sage, objectif et favorable à l'établissement ». C'est le recteur. Quand vous êtes ministre, les recteurs sont vos missi dominici. C'est des gens en qui vous avez confiance. Surtout que le recteur Pouille, qui est mort aujourd'hui, comme beaucoup de protagonistes de cette affaire, le recteur Pouille était un recteur très expérimenté. Il a dû rester 4 ans. Il est possible qu'il ait même été nommé avant moi. Merci, Monsieur le Premier ministre. On va effectivement s'intéresser particulièrement à ce rapport d'inspection, puisque, vous le savez, cette commission d'enquête s'intéresse en particulier à la façon dont sont menés les rapports des inspecteurs, que ce soit au niveau académique ou inspection générale de l'enseignement, et la façon dont ces rapports sont commandés, finalisés et transmis pour les décisions et le suivi. Le 15 février, à Pau, devant les victimes, vous avez affirmé avoir fait
réorganisé une inspection générale de l'établissement. Alors je précise que c'était en réalité une inspection académique menée au service du rectorat, à la différence d'une inspection générale qui est au niveau du ministère et au niveau national. C'est important parce qu'une mission d'inspection générale, c'est plusieurs inspecteurs qui travaillent en équipe, qui sont très expérimentés, qui sont présents plusieurs jours dans l'établissement et qui disposent de moyens d'investigation uniques, comme on l'a vu dans d'autres cas. L'inspection qui a été conduite ici à Bétharram, elle a été, à nos yeux, et dans le document et dans l'échange que nous avons eu lors de l'audition de M. Latrubès, très superficielle, puisqu'elle a été menée par un inspecteur seul, ce qui était totalement unique déjà à l'époque, exceptionnel, ça n'est jamais arrivé d'autre fois. Elle a été dépêchée du jour au lendemain sur place, c'est-à-dire que l'inspecteur a été commandé la veille de son déplacement à Bétharram. Il a dû s'organiser pour se déplacer sur place. Et il n'est resté que quelques heures dans l'établissement avant de rendre des conclusions dans des conditions là aussi tout à fait expresses, puisque ces conclusions ont dû être rendues en 3 jours. Donc ma première question, Monsieur le Premier ministre, c'est pourquoi ce choix plutôt que de celui d'une inspection générale au regard des violences dont vous aviez entendu parler, de demander au recteur de diligenter une inspection au niveau académique, sachant que lorsque vous étiez ministre de l'Éducation nationale, entre 93 et 97, vous avez commandé 38 enquêtes inspection générale, enquête administrative, c'est les 2 mots, au niveau national, sur des établissements uniquement publics. Donc 38 sur le public, aucune sur le privé au niveau national, et celle-ci pour Bétharram, qui était au niveau local, on va dire, commandée à votre demande par le recteur. Ce n'était pas au niveau local, c'était au niveau rectoral, parce que les établissements privés relèvent du niveau rectoral. Et vous avez tout à fait dit que les autres inspections que nous avons diligentées étaient au niveau de l'inspection générale. Je n'en ai pas le souvenir, mais c'est vous qui l'affirmez. C'était au niveau rectoral. Et il y a eu très très peu d'inspections, y compris depuis 25 ans, dans l'enseignement privé. J'ai parlé avec Elisabeth Borne, parce que pendant 25 ou 30 ans, m'a-t-elle dit, était invoqué le caractère propre selon les termes de la loi de Debré, et donc c'était le bon niveau, et j'ai encore rétrospectivement toute confiance dans le recteur, et j'imagine que le recteur envoie un IPR, un inspecteur pédagogique régional, inspecteur d'académie, et vous dites que ça a été fait rapidement. Il a entendu 20 personnes, 19 peut-être, entre 9h30 et 18h à Bétharram. Il y a la liste que je peux vous fournir. Il a entendu le père Landel, il a entendu le surveillant qui sera licencié après, il a entendu des élèves de première et de terminale, il a entendu des professeurs au lycée, plusieurs, il a entendu le président de l'appel pendant le repas, il a entendu des professeurs au collège, il a entendu un surveillant, il a entendu 3 délégués de la classe de 3e, il a entendu les délégués de seconde, il a entendu l'aumônier, il a entendu le directeur. Franchement, si on considère que c'est traité par-dessus la jambe, je trouve, moi, que c'est une vraie vérification. Merci, Monsieur le Premier ministre. On reviendra effectivement à cette appréciation que nous avons de la commission d'enquête sur cette inspection, plus dans le détail. Mais je vais rester sur le sujet de la commande de ce rapport. Il est commandé, et c'est un rapport au niveau rectoral. C'est une procédure tout à fait exceptionnelle et unique, mais vous nous expliquez qu'à vos yeux, à l'époque, c'était ce qu'il fallait faire pour le privé. On sait qu'à l'époque, on pouvait diligenter une inspection générale au niveau national pour un établissement privé. Soit, le 15 février, vous avez déclaré également à Pau vous souvenir avoir souhaité donc commander cette inspection au regard de la plainte qui a déclenché votre inquiétude, mais n'avoir aucune trace jusqu'à la parution du rapport dans le journal Le Figaro il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'au moment où vous déclarez ça, vous pensez ne jamais avoir reçu ce rapport d'inspection, le contenu de ce rapport d'inspection et les pièces jointes, c'est-à-dire que vous affirmez avoir commandé un rapport, mais
ne pas avoir obtenu ni vérifié qu'il y avait des suites à ce rapport à cette époque, c'est bien cela? Vous dites, on pouvait, un mot d'abord de votre affirmation préalable. Vous dites, on pouvait diligenter une inspection sur l'enseignement privé. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Alors, ce n'est pas moi qui dois répondre à vos questions, mais il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y a eu aucune inspection de l'inspection générale pendant de nombreuses années. En revanche, dans les textes, c'était tout à fait possible, de la même façon que dans le public. J'ai bien dit qu'il y en avait eu 38 dans le public, et 0 dans le privé, et une seule au niveau académique. Merci. Donc, j'affirme que cette démarche-là est une démarche qui est en effet, je vous rappelle qu'on m'a accusé de protéger des pédocriminels, hein, à la tribune de l'Assemblée, pas à la tribune, sur les bancs de l'Assemblée. Et donc j'affirme que bien loin de n'être intervenu en rien pour saisir les questions de Betaram, je l'ai fait selon une procédure très rapide, exceptionnelle, et dont je considère, moi, qu'elle est sérieuse. Est-ce que j'ai demandé le rapport? Le rapport m'a été adressé, dactylographié le lendemain. Il y en a la trace dans le rapport, avec une lettre du recteur que je peux vous lire, que j'ai entre les mains, et les conclusions du rapport sont très favorable à Betaram. Et je peux vous lire la conclusion du rapport, parce que c'est tout de même très, très éloquent. Je lis la conclusion, je pourrais lire les paragraphes précédents. Voilà la conclusion du rapport. Par un concours malheureux de circonstances, cet établissement vient de connaître des moments difficiles. La qualité du travail qui est effectué, l'ambiance et les relations de confiance qui y règnent, et la volonté de changement qui existe à tous les niveaux sont autant d'éléments positifs et d'atouts pour la réussite de Notre-Dame de Betaram. Et le recteur m'écrit: Monsieur le ministre, je pense que c'est le 15 ou le 16, suite à notre conversation téléphonique, il m'avait rendu compte téléphoniquement, c'est la réponse précise à votre question. Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous prie de trouver le rapport de M. Latrubès, IPRIA vie scolaire, concernant la situation à Notre-Dame de Betaram. M. Latrubès a été envoyé par mes soins à Notre-Dame de Betaram, avec l'accord du père Landel et de la direction diocésaine de l'enseignement libre. Le rapport me semble sage, objectif et favorable à Notre-Dame. Voilà le rapport du recteur qui double le rapport de l'inspecteur d'académie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Effectivement, nous disposons des documents de transmission entre l'inspecteur et le recteur et vous-même en tant que ministre. Donc, en fait, le 15 février, vous avez déclaré ne pas vous souvenir avoir souhaité l'inspection de 1996, mais n'avoir aucune trace jusqu'à l'apparition de ce rapport. Et je comprends donc dans vos lectures que vous avez entre-temps obtenu les échanges entre le recteur et vous-même au sujet de ce rapport, que vous relisez 30 ans après et dont vous prenez connaissance. Mais toutefois, au début de cette audition, lorsque vous avez évoqué ce rapport d'inspection, vous avez vous-même dit que vous aviez demandé un suivi de ce rapport, que vous l'aviez eu, on y reviendra, mais au moment du 15 février, vous ne souvenez de quoi que ce soit. Je vais juste préciser quelque chose dans la lettre que vous me lisez. Effectivement, nous avons demandé aux archives de Bordeaux, du rectorat de Bordeaux, les documents de transmission pour l'ensemble d'ailleurs des inspections en France et leurs échanges avec les différents ministres et ministères. La lettre que vous nous lisez est une lettre manuscrite du recteur qui vous a été adressée le 15 avril par fax, qui fait état d'une conversation téléphonique, qui mentionne cette phrase que vous venez de lire: le rapport me semble sage, objectif et favorable à notre
Notre-Dame. Il ne dit pas Notre-Dame de Bétarame, mais Notre-Dame. Et il se termine par « Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération et de mon fidèle dévouement. Je vous transmettrai par fax à Paris la version dactylographiée dès que je l'aurai. » Le lendemain, le 16 avril, la lettre dactylographiée est transmise officiellement au ministre de l'Éducation. Elle ne fait plus mention de la conversation téléphonique. Elle ne fait plus mention de cette phrase « Le rapport me semble sage, objectif et favorable ». Il n'y a plus de commentaires. Et elle se termine de la même façon avec mon fidèle dévouement, sauf qu'elle mentionne l'établissement du lycée Notre-Dame de Bétarame et pas uniquement Notre-Dame. On comprend donc entre cette première transmission rapide, puisque vous aviez souhaité quelque chose de très rapide, des qualifications du recteur qui veut tout de suite vous donner la tonalité de cette inspection à titre personnel en vous expliquant que c'est favorable. On comprend qu'il parle de Notre-Dame comme un établissement qu'il connaît et dont vous avez parlé ensemble au téléphone, et que dans la version plus officielle, il reste plus à distance, on va dire, de cet établissement. Ma question donc serait donc au sujet des relations. On a une impression de grande proximité entre ce recteur, dont vous venez de qualifier l'état de service pendant ces 4 années, et vous-même lorsque vous étiez ministre et président du département. Donc, est-ce que les relations étaient comme avec les autres recteurs, ou est-ce que c'était particulier, lié à la situation de Bétarame? Madame, ne prenez pas mal ce que je vais dire, hein. C'est un gag. Le recteur Pouille ne connaissait pas Bétarame, à ma connaissance. Il ne connaissait pas bien le département des Pyrénées-Atlantiques. Et personne ne dit Notre-Dame. Personne ne dit Notre-Dame. On dit Bétarame. Il n'y a pas un élu du département, je regarde Madame Capdevielle, il n'y a pas un élu du département qui puisse prétendre qu'on dit Notre-Dame comme un signe de proximité. Tout le monde dit Bétarame. Et donc, pardon, mais votre interprétation est un tout petit peu surajoutée. Ce recteur avec lequel vous êtes en relation poursuit une correspondance très étroite, directe avec le directeur de Bétarame, correspondance dans laquelle il renseigne ce dernier en mai 1996 sur la façon de se débarrasser de Madame Gulung, la professeure lanceuse d'alerte, et de l'élève Marc Lacoste, dont le père a porté plainte après la gifle qu'a reçue son fils. Nous disposons de nombreux échanges à la main, dactylographiés, dans lesquels il y a des échanges directs entre ce recteur et le directeur de l'établissement Bétarame. Lorsque nous avons interrogé les recteurs, l'ensemble des recteurs, sur les pratiques d'échange autour des sujets d'inspection, les 4 recteurs présents lors de l'audition de cette commission d'enquête nous ont indiqué qu'aucun d'entre eux n'a jamais entretenu une correspondance directe entre le recteur et un chef d'établissement. Ça ne se fait jamais. Comment expliquez-vous cette proximité? S'agissait-il d'un dossier particulier? Et comment estimez-vous que ce rapport ait été traité par rapport à d'autres rapports? J'imagine que parce qu'il lui avait été demandé par le ministre lui-même, il a voulu faire le suivi lui-même. Et il l'a fait. Alors, c'est la première fois que j'entends parler de cette correspondance, je ne l'ai jamais vue. Mais je peux vous dire quelle a été la réponse. Hein? Non, pas 19. La réponse du directeur de Bétarame, le suivi par le directeur de Bétarame. Voilà, je l'ai. Monsieur Latrubès n'est pas adressé au recteur, hein. C'est adressé à Monsieur Latrubès, l'inspecteur. En rappelant les conclusions de votre rapport d'avril dernier, je me permets de vous... C'est le père Landel qui écrit. Je me permets de vous informer que toutes les conclusions à court terme sont exécutées. Il écrit le 5 novembre. Je viens de licencier, même si cela risque d'avoir des retombées, le surveillant qui avait une certaine conception de la discipline, c'est-à-dire le surveillant condamné dont M. Vanier affirmait qu'il n'avait pas été licencié. Deuxièmement,
J'ai éliminé le principe des élèves surveillants, malgré les difficultés financières que cela entraîne. Troisièmement, Madame Gulling a enfin trouvé un poste. Pour les conclusions à long terme, je rêve d'un nouvel internat, mais il faut que les finances suivent. Je fais tous les efforts pour changer les mentalités des parents, mais c'est si commode d'avoir cette épée de Damoclès pour essayer de faire marcher droit les enfants. L'épée de Damoclès qu'elle invoque, c'est cette affirmation qu'on a si souvent entendue, « si tu marches pas droit, tu iras à Bétaram ». Une fois encore, merci pour ce que vous avez fait pour que Bétaram vive respectueusement. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous disposons effectivement de ce courrier de suivi, qui est un courrier du directeur de l'établissement à l'inspecteur, qui est donc finalement un courrier déclaratif, qui n'est pas une inspection de suivi ou un suivi par l'inspecteur lui-même des recommandations de l'éducation nationale, et qui se conclut par, une fois encore, merci pour ce que vous avez fait pour que Bétaram vive. Nous allons y revenir en regardant le contenu de ce rapport d'inspection dont vous avez lu tout à l'heure la conclusion, qui est positive, effectivement, de M. Latrubès. Tout d'abord, je tiens à revenir sur la façon dont a été conduit ce rapport, quand on le compare à tous les autres rapports d'inspection qui ont eu lieu à l'époque ou actuellement. Il a duré une journée, avec, comme vous l'avez dit, une vingtaine de personnes auditionnées. Simplement, le temps, entre 9h30 et 16h30 de la venue de M. Latrubès sur place, le 12 avril 1996, a consacré, entre 9h30 et 16h30, 3 fois 30 minutes à entendre des élèves qui n'étaient que des représentants des classes, donc des représentants choisis par le directeur d'établissement la veille, puisque le directeur de l'établissement a été prévu la veille. Et donc, à ce titre, c'est pour cette raison, Monsieur le Premier ministre, que nous avons apprécié, au regard de tous les autres échanges autour des inspections, que cette inspection avait été superficielle et expresse et qu'elle n'avait pas permis d'entendre la parole des élèves dans ce risque de violence qui semblait avéré suite aux plaintes et aux condamnations, puisque 80% de cette journée a été consacrée à écouter des professeurs, le directeur adjoint, l'aumônier et très peu les élèves. Concernant ce contenu de rapport d'inspection, certes, il a une conclusion positive, mais il fait 2 pages et demie, recto verso. Il décrit le supplice du perron. Le 5 décembre 1995, vers 21h, un surveillant élève a demandé à un élève de quitter le dortoir et de rester en petite tenue hors du bâtiment. L'enfant a téléphoné à son père, qui est venu le chercher, et l'a conduit au centre hospitalier de Pau pour un examen médical. Nous savons aujourd'hui, à travers les témoignages plus récents des élèves de l'époque, que l'enfant, frappé d'hypothermie, a manqué une amputation suite à cette punition. Ce rapport évoque une gifle donnée à un élève de 5e par un CPE. Il évoque aussi une professeure qui a été blessée lors d'une altercation avec des élèves. Il dit aussi, entre guillemets, le mot « méthode éducative d'un autre âge ». Il relève aussi le nombre de surveillants qui était insuffisant, l'établissement ayant pris l'habitude de demander à des élèves de jouer le rôle de surveillant, et souligne que ces jeunes gens, dépourvus d'un véritable statut, ne possèdent pas toujours l'expérience, la maîtrise et le recul suffisants pour assumer convenablement les tâches qui leur sont confiées. Je me dis que quand on lit un rapport comme celui-là, au-delà de la conclusion, on est plutôt stupéfait de ce qu'on y lit. Ce que vous évoquez comme un rapport qui vous est transmis par le recteur comme sage, objectif et positif semble très loin des quelques témoignages qui sont malgré tout repris dans cette inspection. Quand vous le relisez aujourd'hui, est-ce que vous en avez une lecture différente ? On est en 1996, c'est-à-dire il y a 30 ans. Est-ce qu'il y avait, il y a 30 ans, dans les établissements, singulièrement ce type d'établissement-là, Bétaram, Garaison, ceux que vous avez cités, est-ce qu'il y avait des méthodes un peu rudes? Sûrement oui. Sûrement oui. Est-ce qu'aujourd'hui, elles seraient acceptées? Sûrement non. 95, il y a 30 ans. Je vais tout à l'heure répondre à
à une question sur l'organisation interne de Betaram. Il y a 30 ans, est-ce qu'il y avait le moindre information autour de violences à Betaram? J'ai reçu une lettre, un message. Est-ce qu'il est passé du général? Non, c'est pas ça. Alors, on va vous laisser retrouver votre lettre, mais juste moi, pour information, rappel, tout sévice physique sur un enfant, un sévice sur un enfant ou même un adulte est interdit par la loi, que ce soit en 96 ou en 2025. Vous avez tout à fait raison. Mais ce n'est pas moi qui inflige des sévices civiques, des sévices physiques. Donc, excusez-moi. Oui, on dirait que vous les dédramatisez parce que ça fait 30 ans. Mais en réalité, même une gifle où on paie... Voilà. Non, mais juste, mais de toute façon, vous l'avez dit. Bien sûr, ce n'était pas vous et vous les condamnez. C'est très bien. Oui, si vous lisez tous les romans anglais consacrés au collège, ben c'est des faits. Vous lisez un roman de Kipling qui est un roman qui a eu un très grand succès, qui s'appelle Stocky et compagnie. Oui, il y avait des punitions physiques au XIXe siècle en Angleterre. Je crois qu'elles ont duré à des années récentes. Est-ce qu'il y avait... Mais c'est tout à fait anormal. Mais est-ce que dans des dizaines d'établissements, il y avait ce genre de discipline rude, trop rude, dirons-nous aujourd'hui? Oui, sûrement. Sûrement. Est-ce qu'on en était informé? Non. Est-ce qu'on en était informé? Non. Et dans le rapport, le directeur indique qu'ils vont changer leur méthode. Dans les témoignages de violence que l'on a dans la chronologie, ça commence en 93, en tout cas dans les témoignages qui parlent de se faire frapper un élève de 13 ans avec un tympan perforé et les autres sévices qui ont eu lieu. On revient sur ce rapport dont vous avez expliqué que le suivi de proximité du recteur direct avec le directeur d'établissement était lié au fait que le ministre avait demandé un suivi extrêmement attentif. Ce rapport, il vous a été transmis et dans ce rapport, effectivement, il y a une liste de griefs qui sont repris de façon extrêmement claire et que je viens de lire. Et puis, il y a ce sujet des manques de surveillants, de la révélation de présence d'élèves surveillants. À l'époque, c'était déjà interdit par la loi. Il ne pouvait pas y avoir d'élèves surveillants. Et puis, ce rapport évoque, et nous avons interrogé M. Latrubès, vous l'avez peut-être entendu lors de l'audition, de grands dortoirs qui contiennent plusieurs dizaines de lits chacun, à une époque où l'arrêté du 7 juillet 1957, en vigueur au moment des faits, fixe à 3 au moins et 12 au plus le nombre de lits dans une chambre d'internat. Donc, quand ce rapport vous est remis, malgré les conclusions positives du dernier paragraphe et de la transmission du recteur, est-ce que vous avez demandé à vos services de faire un article 40 sur les sévices physiques que vous venez de reconnaître comme anormaux, y compris à l'époque? Est-ce que vous avez demandé une modification de l'internat? On lit dans le rapport que vous nous avez relu entièrement de suivi par le directeur lui-même qu'il s'inquiète du coût financier de la rénovation de l'internat. C'est ce que nous avons entendu aussi de la bouche de l'inspecteur lui-même, qui n'a pas écrit dans ses recommandations de refaire l'internat parce qu'il s'inquiétait des finances de Betaram. Donc, notre question, c'est suite à ce rapport d'inspection, malgré la conclusion que vous nous avez lue et qui, effectivement, semble vouloir dire finalement tout va bien, on peut continuer comme ça. Est-ce que quand vous le relisez aujourd'hui, vous auriez oublié des actions que vous auriez entreprises à ce moment-là ou vous feriez différemment aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 30 ans après. Et alors, sûrement, il y aurait de grands changements dans les attitudes des uns et des autres. Mais vous avez lu trop partiellement le rapport. Vous avez dit qu'on signale des faits de violence sur Madame Guling. Or, ce n'est pas vrai. C'est exactement le contraire. Je vous lis le passage sur Madame Guling.
Madame Gulling a été blessée, elle a également demandé à son avocat de porter plainte. Elle donne de cet incident une interprétation qui ne correspond pas à la réalité. Le contenu de la déclaration écrite faite par Stéphane Granger m'a été confirmé par des élèves présents dans la cour et témoins de l'accident. Ce professeur, qui enseigne dans l'établissement depuis septembre 1995, connaît d'ailleurs de sérieuses difficultés dans ses classes et ses relations avec les élèves sont mauvaises. Je n'ai pu la rencontrer car elle était encore en arrêt de travail, mais les divers témoignages recueillis, et notamment auprès de ses collègues professeurs, montrent que cette enseignante est arrivée dans ce collège avec un état d'esprit très négatif. Elle aurait exprimé son intention de démolir Betaram, considérant que cet établissement utilise des méthodes éducatives d'un autre âge. Pour illustrer cette thèse, elle pensait pouvoir se servir du fait regrettable dont elle a été victime, c'est-à-dire d'une bousculade avec les élèves autour d'un ballon, en le présentant comme une agression, ce qu'il n'est pas. Alors, madame, je maintiens que votre lecture qui disait on a signalé de nombreux événements, elle est démentie par le rapport. Je ne sais pas qui a raison. Je ne connais pas madame Gulling, je ne connais pas monsieur Latrubès. Mais je lis, et peut-être quand madame Gulling signale qu'elle a été très souvent mise en cause pour son équilibre, on va dire, dans les fonctions qu'elle a occupées plus tard, peut-être on pourrait vérifier si c'est vrai ou pas, c'est exactement de ça dont il s'agit. Le rapport dit à l'indicatif que sa version ne correspond pas à la réalité. Alors, est-ce que j'ai lu le rapport attentivement, aussi attentivement qu'il aurait fallu? Sûrement pas. Je pense que je me suis contenté de la conclusion du rapport et du suivi que j'avais demandé au recteur de faire. Voilà pour les temps forts de l'audition de François Bayrou, une très longue audition. Le Premier ministre s'est exprimé pendant près de 5h30 devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Audition extrêmement tendue, ambiance électrique. Le Premier ministre a rejeté les accusations de mensonge et redit sous serment ne pas avoir eu d'informations privilégiées sur des violences physiques et sexuelles commises il y a près de 40 ans à Notre-Dame de Betaram. La commission d'enquête va poursuivre ses auditions. Elle doit notamment entendre Elisabeth Borne, actuelle ministre de l'Éducation nationale. Ce sera bien sûr à suivre sur LCP. À bientôt. Très bonne suite de programme sur notre antenne.